Bonjour à tous et bienvenue dans Face à Face. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un art martial indonésien réputé pour son efficacité. Il s'agit du pencak silat. Pour vous en parler, nous vous avons choisi un ambassadeur de renom, Frank Ropers. Mais gardons un peu de mystère, place à l'historique de cette discipline. L'histoire du pencak silat est très peu documentée. Néanmoins, on sait que la discipline serait apparue en Indonésie et en Malaisie. Pencak silat signifie littéralement l'art du combat rapide. Influencé au cours des siècles par les autochtones hindouistes, bouddhistes et musulmans, le pencak fut longtemps considéré comme un art mystérieux, à l'efficacité presque magique. Comme de nombreux arts martiaux asiatiques, le pencak silat est constitué de techniques issues de l'observation des combats d'animaux. Et comme d'autres disciplines locales, le pencak, à un moment de son histoire, aurait été la réponse d'un peuple à l'oppression d'un envahisseur indésirable. Les maîtres du pencak silat auraient eu à lutter contre les armées coloniales néerlandaises durant le XVIIe siècle, puis contre les militaires japonais et enfin contre les maîtres du Kuntao. Devant la résistance des maîtres indonésiens, tous reconnurent la crédibilité de la discipline qui se forgea ainsi une solide réputation. De fait, la vocation première du pencak silat est la self-défense et sa caractéristique principale réside dans l'exploitation des points vitaux. Les adeptes apprennent à repérer le trajet de certains nerfs, la faiblesse d'une articulation ou d'un muscle, afin de vaincre de manière décisive un adversaire dans les plus brefs délais. L'un des plus grands maîtres de la discipline fut Arjono Turpijne. Membre d'un commando spécial et engagé politiquement, ce dernier vécut pendant 13 ans dans la jungle indonésienne, ayant pour seule mission de tuer ses ennemis. En 1968, il s'installe en Hollande et devient pionnier du pencak silat en Europe. Turpijne enseignait le côté traditionnel à tout le monde, mais il choisissait soigneusement les personnes à qui il enseignait le côté mortel. Le maître décède en 1996, laissant la responsabilité de son art entre les mains de Charles Jousseau, à qui il avait remis le grade exceptionnel de 5e dan. Maître Jousseau initia par la suite un célèbre élève, Frank Ropers. Ce dernier structure la discipline en mettant en place un système de grades et de nombreuses académies à travers le monde. En 2002, la discipline intègre officiellement la Fédération française de karaté et discipline associée. Nous sommes ici au Maccabi, en plein centre de Paris, et c'est ici que Frank Ropers et son équipe ont choisi de nous faire une démonstration du pencak silat. Vous allez voir, c'est impressionnant. Cette discipline commence à faire beaucoup d'adeptes, effectivement. On n'en a pas énormément, en tout cas pas autant qu'on voudrait, mais en fin de compte, la plupart des gens connaissent sans savoir que c'est du silat. C'est-à-dire qu'ils vont regarder beaucoup de films, notamment Taken et d'autres films de ce genre-là, où ils vont apprécier l'efficacité des techniques de combat dans le film, sans savoir qu'effectivement c'est un silat. Frank Ropers, c'est quelqu'un qui va être très généreux, mais très exigeant. C'est quelqu'un qui dort peu, qui travaille beaucoup, qui s'entraîne énormément et voilà, il faut suivre son rythme. Et donc ce que je fais et ce que beaucoup d'autres profs font, voilà, c'est un seul rythme, c'est le sien. Il a beaucoup œuvré pour cette discipline, il a œuvré pour ses pratiquants, moi notamment, mais aussi beaucoup d'autres profs. Donc effectivement, il nous donne les moyens de pratiquer dans des conditions, dans de très bonnes conditions, des conditions diplômantes aussi, ce qui est très compliqué en France. Parce qu'il faut s'attacher à des fédés, tout ça c'est compliqué. Donc oui, effectivement, c'est un bon ambassadeur, je pense. Ce qui fait de lui une référence en la matière, c'est son ouverture. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va rester fermé uniquement sur son style, cherchant justement à développer et à laisser aux gens l'opportunité de découvrir d'autres choses, de se perfectionner. C'est le premier à pousser les gens à pratiquer d'autres choses, à regarder ce qui se fait ailleurs, à essayer de s'enrichir au maximum. Bonjour Franck, merci de nous recevoir. Bonjour, merci. Donc Franck, l'histoire des arts martiaux dans votre vie, elle démarre comment? Comment ça a démarré tout ça? C'est une histoire qui commence très tôt, puisque j'ai toujours été passionné par les arts martiaux, même si je ne les ai pas forcément pratiqués très jeune. J'ai commencé environ à 13-14 ans, suite à un arrêt de compétition de niveau national en athlétisme.
Donc j'ai d'abord été vers les sports de combat, du pied-point, donc boxe française, boxe anglaise, boxe thaï. Et ensuite, je me suis intéressé aux arts martiaux pour aller un petit peu plus loin, pour travailler l'aspect mental, la philosophie. Quand on est jeune, on est toujours intéressé par des choses qui font rêver. Et en fait, je me suis facilement retrouvé dans l'esprit, mais pas forcément dans les arts que j'ai pratiqués. Donc j'ai commencé par le Viet Vo Dao, donc vers 14-15 ans. Ensuite, j'ai été au pied-point, très sérieusement, jusqu'à une vingtaine d'années, et j'ai découvert à 22 ans le Pencak Silat. Donc Franck, vous avez pratiqué énormément d'arts martiaux, vous êtes un couteau suisse. Pourquoi, chez vous, on retient surtout le Pencak Silat? Alors c'est le déclic, simplement le déclic. En Viet Vo Dao, il me manquait certaines choses. J'ai pratiqué le karaté, le taekwondo, ça me plaisait, hein, je respecte beaucoup ces arts, ça me convenait, mais je ne me réalisais pas complètement. Le Pencak a permis de me réaliser parce que toutes les facettes de cet art correspondaient à ma façon de voir les choses. Alors vous parliez du Qigong justement, la gestion du souffle, du stress, la concentration, toutes ces choses-là, ce sont des choses importantes en Pencak Silat? Ouais, de toute façon, il faut dire les choses, dans la société actuelle, on est envahi par le stress, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, social et autres. Dans les arts martiaux, ça existe, la performance, et ainsi de suite. Donc il faut le gérer. Alors on sait que le stress va générer des problèmes, notamment des blessures, peut favoriser des prises de poids avec l'hormone du stress, le cortisol. Donc on essaye de s'équilibrer en déstressant, il y a plein de techniques à base de respiration, à base de circulation énergétique qui permettent de mieux vivre sa pratique mais aussi de mieux vivre dans la vie de tous les jours. Le Qigong m'a apporté, non pas de la sagesse, hein, on ne peut pas dire ça, mais une sérénité et une capacité à récupérer beaucoup plus vite. Je sens mieux mon corps, je le connais mieux, à travers la circulation énergétique, j'ai beaucoup étudié, hein, je donne des cours et ça fait 30 ans maintenant et là j'ai fait le tour et je dis à mes élèves, si vous voulez durer à mon avis, il faut passer par ce biais-là. Durant toute votre carrière, vous avez acquis un certain panel de compétences, je pense notamment à la sophrologie, à l'auto-hypnose. Comment on articule ça clairement et concrètement dans la pratique d'un art martial? Je me suis toujours dit, ce qui fera la différence entre deux athlètes qui ont un niveau physique quasi identique, c'est le mental, la détermination et le mental. Et ça, c'est valable même dans la vie de tous les jours, en dehors du sport. Donc ça, je l'ai compris, donc j'ai dit le physique, je travaille tous les jours, allons chercher ce que d'autres ne font pas. À l'époque, c'était pas très répandu, on n'osait pas, hein, qu'est-ce que c'est que ces conneries exotiques, hein, c'est ce qu'on disait. Et en fait, moi, je m'y suis intéressé, comme j'ai un côté un peu curieux. Et j'ai découvert qu'en fait, on pouvait arriver à vivre des situations par le subconscient. Alors je m'explique. Exemple concret. Quand je prépare des démonstrations, des stages où je n'ai pas le temps de m'entraîner énormément, je vis les situations techniques, je vis l'ambiance, comme si j'avais vécu dans mon subconscient, dans un rêve, la situation. Et quand je la vis en réel, comme je l'ai déjà vécu, c'est plus l'inconnu. Donc je vis beaucoup mieux la situation. J'explique pas aussi dans le domaine professionnel. Des gens qui passent des oraux, il y a le stress. Donc s'ils ont vécu la situation avant, comme c'est plus une inconnue, ils le vivront beaucoup mieux le jour de la situation réelle. Le Pencak Silat a une solide réputation d'efficacité, c'est un sport qui fait fantasmer. Comment est-ce qu'on explique tout cet engouement? Bon, alors déjà, il y a le côté exotique, je pense. Quand c'est peu connu, en fait, ça attire, hein. C'est normal, l'impression d'être le premier à le découvrir. Maintenant, c'est vrai que le Pencak répond à pas mal de commandes, notamment les gens, quand ils viennent en cours, c'est pour apprendre à se défendre. Et c'est vrai qu'en Pencak, sans se croire supérieur aux autres, parce qu'on ne l'est pas, c'est qu'on répond à cette commande de self, c'est qu'on apprend aux gens à se défendre très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on touche les points vitaux, les techniques sont simples, même si celles qu'on voit sont élaborées, parce que ce sont des professeurs. Quand on commence avec des débutants, en 4-5 mois, ils ont déjà la capacité, même moins, de pouvoir se défendre, puisque ce sont des mouvements simples, ce sont des mouvements reptiliens, donc ils ne sont pas vraiment très codifiés, et donc en très peu de temps, les gens peuvent apprendre à se défendre. Maintenant, effectivement, il y a tout le côté télé, côté film, qui fait que ça s'est développé, ça fait rêver, technique de combat efficace et tout. Mais maintenant, les gens viennent souvent aux arts martiaux. Moi, je vois, le 70% de mes élèves viennent pour l'aspect self-défense. Et après, ils apprécient l'art et ils vont beaucoup plus loin. Vous parlez beaucoup de l'intérêt de l'apprentissage, de la biomécanique. Personnellement, vous, comment vous vous y êtes pris? Vous avez étudié tout ça dans des livres? Vous avez suivi des formations, des cours? Alors déjà, bon, quand j'étais à l'INSEP, on en parlait beaucoup, hein, placement de bassin, les leviers, on cherchait à optimiser les performances, donc c'est l'aspect technique en fait. Hein. Et après, l'étude du corps. Donc moi, je l'ai pratiqué par le biais de mon père, hein, qui était déjà dans le sport de haut niveau. Et j'ai acheté des livres très jeunes et j'ai étudié. Je suis intéressé par le corps humain, la natte, la physio. Bon là c'est un travail personnel, hein. J'ai beaucoup travaillé dans ce domaine. C'est comment fonctionne l'articulation, pourquoi une clé de passe pas, faut connaître le corps humain. Pourquoi, par exemple les tendons, où sont placés les tendons, où sont placés les nerfs, où sont placés les méridiens, il y a une étude. Hein. Alors j'ai travaillé un peu la médecine chinoise, un petit peu la médecine occidentale, comprendre comment fonctionne un corps. On peut soigner, on peut faire mal, mais il faut savoir comment en fait. La technique seule, pour moi, n'a pas de valeur.
si on ne sait pas comment l'appliquer. Vous évoquiez les points vitaux. Les points vitaux, ce sont les points d'acupuncture finalement? Plus ou moins, ouais. Alors on distingue les points vitaux des points sensibles, mais on va dire que plus ou moins, ouais. Les points qui tuent sont les points qui soignent. On a vu dans certaines de vos vidéos, dans vos démonstrations, que vous aimiez travailler dans la fatigue excessive, dans la fatigue intense. Quel est le but de cette démarche? Alors encore une fois, en salle on travaille l'aspect technique, mais on travaille beaucoup les mises en situation. On constate par exemple que passé 160 plus 100 minutes, on n'est plus capable de faire des mouvements moteurs complexes. On fait que les mouvements moteurs simples. On le voit d'ailleurs dans les combats, dans les cages, en free fight, en MMA, c'est qu'on ne peut plus être précis en fait. Donc je leur fais faire des tests, alors à base de crossfit, on fait monter le cœur en température très rapidement, pour pas que le corps s'adapte, pas que le corps n'ait le temps de s'adapter, parce que c'est ce qui vaut malheureusement vivre dans une situation de stress suite à une agression. On a un état de choc, on passe de 60 plus 700 minutes à 160. Quand on monte sur un ring, on passe progressivement avec l'échauffement, 60, 80, 100, voilà. Donc le corps s'adapte. Et je leur dis, voilà, si vous voulez travailler la selle, il faut travailler ces défenses-là. Et souvent, c'est des défenses reptiliennes, avec des blocages de coudes, ainsi de suite, des choses très simples, que le cerveau va pouvoir reconduire en situation de stress. L'Académie Frank Ropers, c'est un label aujourd'hui reconnu. Il y a eu une floraison plutôt importante des clubs Frank Ropers. Comment est-ce qu'on explique cette floraison? Je crois que c'est lié à un travail de fond qui est lié sur les structures pédagogiques. Moi, je suis quelqu'un de très cartésien. C'est quand je fais quelque chose, je le construis. J'essaie d'avoir des fondations solides parce que si c'est amené à se développer, si je monte sur du sable, ça va s'effondrer très rapidement. Donc j'ai une première école, très simple, elle s'est développée très rapidement. J'ai créé une structure pédagogique avec un référentiel de grade, comme au karaté, parce que mon ambition était de le faire reconnaître par une fédération, ce qui est le cas actuellement. Ensuite, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait un débutant et comment, parce que j'avais déjà confirmé à l'époque, comment il arrivait de débutant à confirmer. Donc par quoi il passe, par quoi je dois passer, donc du plus simple au plus compliqué, ce qui est un peu le système des grades. J'ai matérialisé ça avec des ceintures. Et après, j'ai couché tout sur le papier. Parce qu'à l'origine, le punchak, c'est une culture orale. Donc il y a de la perte, il y a de la déformation, il y a des dérives. Et là, c'est pas bon. Donc j'ai couché sur le papier et sur vidéo. J'ai créé une structure pédagogique qui me permet de prendre quelqu'un de débutant, qui n'a jamais fait d'arts martiaux, à un niveau de professeur. Donc je l'ai pratiqué sur un professeur, donc c'est Rabindra Le Boucher, où je lui dois vraiment énormément, parce que c'est un garçon qui m'a permis de développer. Et ensuite, on l'a testé sur divers élèves. Donc on arrivait vite à une école, on avait une centaine d'élèves, donc on ne pouvait plus, on n'avait plus de place. Donc il fallait une deuxième école, donc lui a pris la deuxième école, puis lui il a formé un professeur, j'en ai formé un, puis 3, 4, 5, 6, 7. Et puis à un moment donné, on s'est fait déborder, on est arrivé à une 10, 12 écoles. Donc là, ça devient une structure sérieuse, comme une société pratiquement, même si ça reste associatif. Là, il faut une structure, un système pyramidal, avec des hauts gradés, des moins gradés, avec des experts, dont ceux qu'on a vus, des anciens qui sont depuis 16 ans avec moi. Et chacun a mis la main à la pâte de manière bénévole, avec l'esprit toujours que ça soit une famille, que ça reste en famille, que ça ne devienne pas un business. Ça, c'est important. Donc en fait, on aurait pu avoir beaucoup plus d'élèves, beaucoup plus de profs, on ne veut pas, puisqu'on veut toujours maîtriser ce qu'on enseigne, maîtriser les profs, maîtriser le niveau, maîtriser la pédagogie. Donc on est monté avec des fondations solides, et puis à l'heure actuelle, on arrive à 44 clubs dans le monde entier. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes le maître, le spécialiste en la matière, mais avant vous, il y a eu des pionniers, des précurseurs, des modèles qui vous ont inspiré? Oui, bien sûr. Bon, déjà, j'ai eu Maître Turpin. Maître Turpin, c'est lui qui m'a donné la passion. L'homme était dur, mais humble, et j'aimais sa philosophie. Quelqu'un qui me semblait équilibré, je dis bien qui me semblait parce que je ne le connais pas suffisamment, et il est décédé malheureusement, pour en parler. Et j'ai eu Charles Jousseau, qui a été mon professeur à la base. Et effectivement, c'est par leur biais que j'ai pu arriver à développer. Par contre, le punchak que je pratique, je tiens à le dire, n'est pas un punchak traditionnel. Je sais qu'il y a certains qui me critiquent par rapport à ça, mais je l'assume complètement. Je n'ai pas un punchak traditionnel, j'ai un punchak occidental qui est lié à ma personnalité, qui est lié à ma façon de penser. Et qui peut déranger, mais moi je dis bien c'est mon punchak. Je dis pas c'est le punchak de tout le monde. J'ai créé ma façon de penser et mon punchak. Ouais. Selon vous, le penchak silat, c'est un bon complément pour d'autres arts martiaux ou même sports de combat? Je pense notamment à celui qui est très en vogue en ce moment, le MMA. Alors il faut savoir déjà que pratiquement tous mes professeurs viennent de pied-point, viennent de sol. J'ai des gens qui viennent du free fight, j'ai des gens qui viennent du MMA, j'ai Kokishinkai, j'ai tout. Donc eux ont déjà ce passé. Donc eux ont vu tout de suite l'intérêt. Quand ils ont commencé le punchak, au début, il y en a qui ont voulu l'imprégner, utiliser les outils du punchak, notamment sur des pressions, sur les points vitaux, sur des mouvements sensibles, pour pouvoir enchaîner leur technique derrière. Après, il y en a qui se sont pris de passion, qui sont devenus profs chez moi, mais qui continuent à enseigner. À côté, la boxe, leur sport. En fait, ils différencient les deux. Et ils me disent de temps en temps, je mets un peu de punchak dedans, parce que des fois, c'est autorisé, pas autorisé, ça dépend de vos règles. Et puis, il y a ceux qui disent, moi, je reste dans mon sport, dans ma discipline, mais je vais prendre quelques trucs, comme le no kick notamment, qui sont appréciés,
Parce que ça permet d'édulcorer ou de donner un petit plus, notamment sur les points vitaux. Maintenant, je pense honnêtement que les techniques de penchak, certaines en tout cas, peuvent être pratiquement appliquées dans tous les arts martiaux. En 2013, vous vous êtes illustré dans le King of Self-Defense. C'est une compétition organisée par Patrick Lombardo. Qu'est-ce que c'est que cette compétition et qu'est-ce qui s'y est passé? Vous pouvez nous raconter un petit peu? À l'origine, je ne devais pas la faire, je devais envoyer mes élèves, mais je suis toujours parti du principe qu'il faut montrer l'exemple. Alors effectivement, j'avais le double en âge de la moitié, enfin 70% des pratiquants, mais mes élèves, ils savent que je m'entraîne dur et il ne suffit pas de le dire, il faut le faire voir, il faut y aller. Après, cette compétition, pour moi, c'est un jeu. Il ne faut pas prendre ça très au sérieux en ce sens que ce n'est pas un championnat du monde, on n'est pas champion. Simplement, c'est un moyen de s'exprimer, c'est une fête où on échange. Et moi, je le voyais comme un échange puisqu'il y avait des gens du Krav Maga, il y avait des gens d'autres disciplines et des gens très sympas. Et on a passé une journée ensemble. Après, chacun donne le meilleur de sa technique. Merci Franck, toutes ces précisions me donnent vraiment envie d'essayer. Je vous propose d'aller enfiler un petit kimono et puis on revient pour l'initiation. Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Donc Franck, nous y voilà. L'initiation, on va la faire dans un instant, mais avant tout, on va rappeler 2-3 choses, notamment de quoi on a besoin, de quel matériel on a besoin pour pratiquer le penchak. De ses deux mains et de ses deux pieds et de sa tête. Le kimono, c'est juste l'aspect traditionnel? Tout à fait, donc on est dans les arts martiaux, donc classique, le kimono noir coupe karaté, avec une ceinture qui s'appelle un batik pour les ceintures noires et les ceintures au satin de couleur, comme au karaté, de la blanche à la ceinture marron. D'accord. Puisqu'après, on apporte le batik quand on est ceinture noire. Donc, petit rappel, le penchak silat, on ne le pratique pas de manière sportive, il n'y a pas de compétition parce que c'est davantage de la self-défense, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Donc là, on va faire une initiation, 3 techniques, et puis après on fera une petite opposition libre. D'accord, donc là ce qu'on va faire c'est le travail classique des débutants dans l'initiation. On va travailler sur des mises en situation d'une agression en potentiel. Alors ça peut être une saisie au col, saisie de la tête, saisie des cheveux, sur une frappe, on va dire reptilienne, une frappe du bagarreur de rue. Donc là on va avoir 2-3 techniques. Et avant de commencer cette initiation, tout à l'heure tu évoquais les points vitaux. Des points vitaux, il y en a combien? Il y en a au moins 100? Alors il y en a plus de 100, ouais. Il y en a qui disent qu'il y en a 109, il y en a qui ne sont pas accessibles. Bon, il y a beaucoup de mythomanie par rapport à ça, c'est qu'il y en a qui sont tellement placés sous les selles, par exemple, c'est impossible d'aller chercher. Donc nous, on en regarde une dizaine, dont 3 qui sont très très accessibles et qu'on va exploiter maintenant. Très bien. Allez, passons à l'action. Donc là, on va travailler sur une saisie du col qui va souvent être enchaînée par une frappe, ou un coup de tête ou un coup de poing. Donc il faut tout de suite réagir. Première chose à faire, tu mets tes mains devant. Si jamais il enchaîne en coup de tête, tu peux bloquer. Main devant, tu vas tout de suite attaquer les yeux. Premier point vital. Tu frappes de bas en haut, en arrière, pour agir sur les cervicales. Tout de suite, il va donner son triangle génital. Tu frappes en tibia aux parties. Et enfin, coup de pied écrasant. Donc, tu te rends compte que même si le gabarit est plus important, une fois que tu vas toucher les yeux, tu vas le déstabiliser psychologiquement. D'accord? Organe fragile. Ensuite, partie génitale avec le tibia, en pensant à remonter ici. Donc il va forcément basculer en avant, il va tendre sa jambe. Donc tu vas pouvoir agir plus facilement sur l'articulation. Ok. D'accord? Pour l'instant, tu ne fais que 3 frappes. En penchak, c'est 3 frappes minimum. Normalement, on enchaîne 6-7 frappes pour le déstabiliser psychologiquement. D'accord. D'accord? Donc les yeux, partie génitale, et tu finis par une 3e frappe sur le genou. C'est les fondamentaux. Une fois qu'il n'y a plus de fondation, il ne peut plus combattre. D'accord. À ton tour, au Ça a l'air travail. de faire mal tout ça. Donc là, à quel doigt je vise? Tous, tu les jettes au visage sans réfléchir, parce qu'avec le stress, tu ne pourras pas viser. Donc tu jettes tous tes doigts, et parmi tous tes doigts, il y en a bien un qui va toucher l'œil. Jette de bas en haut. Ok, donc là tu m'agrippes, comme ça. Excellent. Ok. Coup de genou, coup de tibia aux parties. Très Je vais bien. pas y aller trop fort. Et cette jambe-là, coup de pied écrasant, ici, avec le talon, Celle-ci. ici. Comme ça. Alors, pourquoi tu es trop loin? C'est parce qu'en fait, particularité en penchak, on cherche à se coller à l'adversaire. D'accord. Toi, tu es plus dans le mode sport de combat. Ah oui. Donc là, nous, on va coller. Comme ça, regarde, en faisant ça, j'ai déjà mon genou devant. Je le laisse devant. Donc du coup, je suis très proche. Je ne le remets pas en arrière. Tu n'es pas dans la frappe, je recule, je reprends la distance. Là, tu grignotes. Psychologiquement, tu domines. D'accord. Voilà. Tu es en phase vraiment de prédation, quoi. Alors, le coup, c'est un genou ou c'est un tibia? Alors, on va le faire ensemble. Donc, première chose, tu mets l'autre jambe devant. Ah. Puisque tu vas rentrer sur lui. D'accord. Donc, tu attaques les yeux. Coup de genou ou coup de tibia, comme tu veux. Ça dépend de la distance. Voilà. Et regarde. Et cette jambe-là, là, elle va aller directement ici. Excellent. Voilà. Et là, tu as stabilisé. Et là, tu peux rentrer comme tu veux avec le coup de pied au Mais visage. alors, au niveau de la technique, j'ai l'impression de ne pas être assez solide, en fait. Non, parce qu'en fait, tu n'as pas les appuis. Là, on parle encore de biomécanique. Tu n'as pas encore les appuis. D'accord. Tu le refais 3-4 fois les appuis, tu vas créer un équilibre. Voilà. Voilà. Tu vois déjà, meilleur équilibre. D'accord.
Voilà, et rentre dessus. Exactement, voilà. Ok. Donc là, tu peux éventuellement courir après. D'accord. Donc ça, c'est la première technique. Ensuite, on va te faire travailler Faut que je fasse quelque chose de très différent. Sur un coup de poing à la volée, on sait que 70% des frappes entre hommes arrivent avec ce côté-là. On verra rarement des gauches, des droites. Sous l'énervement, il va frapper en semi-circulaire. Donc le gars va tourner ici, voilà, il va frapper comme ceci. Donc on va apprendre à bloquer ce type de frappe. Alors, tu vas être à l'aise puisqu'on va bloquer avec les coudes. Encore une fois, je t'ai parlé de la défense reptilienne. Si on commence sur une frappe à bloquer avec quelque chose de compliqué, ça ne fonctionnera pas. Tout de suite, le truc c'est, je me groupe. Tout de suite, ce bras-là, le bras qui a bloqué, va percuter l'œil. Tu vas rentrer en coup de coude visage. Tu vas frapper aux parties génitales. Tu vas te poser. Et là, rotation des cervicales. Donc la luxation cervicale. Donc là, ça fera de gros dégâts. Ah oui. Voilà, donc tu es ici, tu mets tes mains devant, tu es en discussion, ça s'envenime, tu bloques. Tu bloques pas comme ça, tu bloques ici. Voilà, tu fais ça, exactement, très large. Pouce dans l'œil, rotation, tu passes derrière, normalement on tape ici, hein. Tu le tasses, pour pas qu'il puisse contrer. Coup de tibia, triangle génital, tu poses ta jambe pas derrière, jamais derrière. Toujours devant pour continuer la technique. Tu passes ta main en dessous, et là tu agis. On y va? Tu mets les mains devant, tu bloques ici avec le coude. Ok. Comme ça? Le pouce, tout à fait, il va dans l'œil. Rotation ici, très bien. Et je vise Tu quoi? passes derrière, le menton ou la gorge, comme tu veux. Ce qui arrive en fait, ce qui est devant toi. Ensuite, tu le tasses, plus que ça. Voilà. Coup de tibia aux parties génitales, tu poses ta jambe devant. Tu passes ta main en dessous, et là, tu tires un coup sec. Voilà. J'ose pas. En fait, il faut que tes mains soient opposées. Si tu fais ça, tu n'auras pas de force. Il faut que tu mettes ta main sur le sommet du crâne. Si tu te mets là, tu n'as pas de force. Et là, tu fais levier. Alors ça, il faut faire doucement. Ah oui, oui. Même à l'entraînement. Ouais. Ah oui, parce que là, c'est le coup du lapin. Là. Là, ouais, il va avoir une meilleure. Voilà. Voilà. Pouce dans l'œil. Rame, coude, coude, coude. Très bien. Attention, pardon, contrôle. Ouais. Coup de tibia. Laisse ta jambe devant. Laisse ta jambe devant. Et après? Et après, tu prends les cervicales et tu tiens. Exactement. Okay. Mais je le lâche ou? Ouais, tu lâches. Alors, en situation réelle, tu ne le lâcherais pas. Tu continueras à le maintenir. Maintenant, si tu remarques bien, ta jambe arrière, ce que tu as fait hier, tu peux refrapper ici sur le genou. Et comme tu le maintiens, là, il ne peut plus tourner. Donc là, tu peux agir sur la colonne vertébrale. D'accord. Ça aussi, c'est dangereux, il faut contrôler. Ensuite, on va t'apprendre là à mettre un low kick particulier. On appelle le kick du penchak. On va se mettre de côté, ici. Donc toi, tu connais ce kick-là, classique. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter, tu vas faire une parabole, tu vas descendre. Ça fait que tu vas écraser le muscle. Donc on n'est plus dans une frappe horizontale. Tu vas monter ici, voilà. Et tu agis directement. Et tu frappes à ce niveau-là. Ah oui. Voilà. Donc je te fais voir au ralenti. Tu montes. Ici, tu descends. D'accord. L'idée, c'est de feinter et de redescendre? Ouais, parce qu'on est en combat ici. Je vais feinter sur une frappe génitale. Tout de suite. Et si j'ai un bon combattant en face de moi, je vais l'amener à monter les bras. Comme si je faisais un kick. Il va monter. Et quand je suis monté, je redescends ici. Voilà. Parce que nous, un peu comme aux échecs, on sait déjà ce qu'on va faire derrière. Donc ici, du classique, gauche, je frappe. Et je sais qu'en agissant en low kick, il va tourner. Dans ces cas-là, je rentre direct avec l'autre jambe. Je vais le chercher derrière avec la pointe, ici. Et tu vois, je ne suis plus dans l'axe. Ouais. C'est là les formes animales dont je te Bien parlais. sûr. La mécanique, c'est ça. C'est je suis là, je me déplace. Alors, là... Ah non, c'est pas ça. Non, parce que tu te mets en arrière, il faut que tu te mettes droite. Sinon, tu perds de l'énergie. Beaucoup mieux. C'est pas encore ça. Bien. Ouais, c'était au milieu du tibia. C'est lui qui sent, c'est lui qui te dira si t'es efficace ou pas. Mais là, il le sent pas. Excellent. Trop bas sur le tibia. Ouais, c'est dommage. Voilà. Si tu l'avais fait haut, là, il aurait eu très mal. Ok, donc là, on a vu tout un panel de techniques. À vitesse réelle, qu'est-ce que ça donnerait? Parce que là, on a vu avec mon niveau amateur, c'est pas très parlant. Est-ce que tu peux nous montrer à vitesse réelle ce que ça donnerait, tout ce que tu viens de me montrer? Ouais, celle-là, par exemple. Ici. Voilà. Ah ouais, alors ça, tout de suite, ça donne une autre dimension. Une autre chose que je t'ai fait voir tout à l'heure, je vais la faire doucement, pas qu'il bouge, parce que sinon là, j'ouvre la tête en deux. Sur une frappe génitale, par exemple, voilà. Là, il a pris deux frappes en même temps. Sur une saisie toujours plus simple, parce que c'est plus visuel, c'est plus facile. Je ne fais pas cette frappe-là, ça. Un exemple qu'on ne voit pas. Si on parle des points de vie tout à l'heure, on en parlera. C'est dès que j'ai frappé, c'est voilà.
Là, il a pris. C'est ça, ça Frappe va ici, tellement vite qu'on les le voit foie, pas. voilà, et je peux rentrer à la gorge tout de suite. Et les points vitaux, justement, est-ce qu'on peut en mentionner quelques-uns? Tu peux nous en montrer quelques-uns? Donc les points vitaux les plus accessibles. Alors les yeux, on ne cherche surtout pas à viser avec les doigts, parce qu'on sera pas assez précis avec le stress. Donc ce qu'il faut, c'est être relâché et jeter la main aux yeux. Et parmi les doigts, les 4 que vous jetez au visage, que le pouce ne compte pas, il y en a forcément un qui va arriver. Et toujours la notion d'aller en arrière pour agir sur les cervicales. Donc il y a 2 points vitaux en fait. Premier point. Deuxième point, le plus dangereux et très facile à toucher, c'est la gorge. Là, on peut arriver jusqu'à la mort, malheureusement. Ici, là, dans la gorge. Donc là, ça s'arrête tout de suite. Ensuite, troisième point, partie génitale. Et le quatrième, qui est un point sensible, mais qui devient vital, puisqu'en fait, on ne peut plus marcher, c'est les genoux. Voilà. Donc une fois qu'on a retenu ça, on peut travailler. Ok, très bien. Eh bien, je te propose qu'on fasse une petite opposition de self-défense en version penchaxilat. Je crois qu'on va essayer. Ok. Alors, Brice, tout doucement au début, parce qu'on est dans l'initiation. Ah oui, s'il te il plaît. va te faire diverses saisies que tu ne connais pas. Une saisie d'un poignet, 2 poignets, il va peut-être te saisir comme ceci. Peut-être comme ça. Et en fait, tu vas réagir par rapport aux 3 points vitaux que je t'ai fait voir. 4, si tu peux, c'est encore mieux. Tu te rappelles? Les yeux, tu réfléchis pas. La gorge, partie génitale, genou. Tu cherches pas à faire de la technique, tu cherches à survivre. Tu dis, qu'est-ce que je vais toucher comme point? On y va. Mais la survie, ça peut être dangereux. Oh, pardon. Vas-y, enchaîne. Pardon. 3 frappes. C'est de contrôler. Pardon. Tu vois, parce que tu es en stress. Mais non, mais Voilà. j'ai peur de lui faire mal. On est en On unité. continue. Voilà. Ok. Oh, je me suis fait mal toute seule. Encore. Je sais pas s'il existe ce point. Si, il existe, tu vas chercher là, très bien. Oh mince, pardon. Voilà. J'étais mal visé. Encore. Non, c'est pas vraiment Non, ça. Non, il n'y a pas de point vital là. Ah mince. Ah Non. mince. Réfléchis, les yeux, partie génitale, les genoux. Là, tu pouvais faire plein de choses. Les genoux, regarde les genoux. Exactement. Ah oui, tu vois, oui, là, l'impact c'était- tout de suite, sans forcer. C'était super ouvert. Ouais. Essaye de la saisir plus proche, comme ça, fermer. Exactement. Voilà, et très bien. Et là, exactement. Voilà. Tu vois, là, tu as déjà les fondamentaux en tête. Tu les maîtrises pas, mais tu les as déjà. Et tu imagines qu'au bout de 4-5 séances, ça y est, tu les aurais fixés. C'est très riche, hein. Il y a beaucoup de techniques hyper originales. Je dois avouer qu'en fait, je ne m'attendais pas à tout ça. En fait, c'est vraiment le positionnement, les points vitaux. Finalement, le penchaxilat, c'est juste ça, c'est vraiment de la technique et surtout bien ciblé. En tout cas, merci Franck de m'avoir fait cette petite initiation. Merci Brice, vraiment d'avoir été un peu notre assistant dans cette démonstration. Quant à nous, on va se retrouver pour le prochain épisode de Face à Face. Surtout, entraînez-vous bien. Mais attention, faites pas ça chez vous. Allez à l'académie de Franck Roper, c'est le mardi et le jeudi, dans le 15e arrondissement. Tout à fait, métro Cambronne. Voilà, rendez-vous là-bas. Jeu de Grenelle. Et puis nous, on se retrouve au prochain épisode. Gardez la forme et à bientôt.